Ça fait particulièrement plaisir d'être ici avec vous. On veut votre bien et on l'aura. La dangereuse efficacité du marketing. Juste pour me situer, si vous permettez, j'enseigne et je travaille dans le domaine du marketing. J'y ai fait toute ma carrière depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Le livre que j'ai publié l'an dernier en collaboration avec Ariane Kroll du journal La Presse ne se veut pas un brûlot. Ce n'est pas une dénonciation du marketing. C'est principalement un repositionnement dans une conjoncture bien particulière, une conjoncture qui nous affecte tous. C'est ce dont il va être question au cours des prochaines minutes. Nous le savons, nous passons une crise économique importante, non seulement ici, mais également à travers le monde. Le niveau d'endettement est très élevé et, malgré tout, au moment où on se parle, à quelques semaines de Noël, nous continuons à faire comme si de rien n'était, à la fois les consommateurs et les commerçants. Pourtant, à moyen terme, une réalité risque de nous rattraper. C'est ce dont il va être question au cours des prochaines minutes. Alors, soyez-vous bien, on commence. Et si l'on commençait par une définition, on va définir ce qu'est le marketing. C'est relativement simple. Le marketing est l'art de répondre aux besoins des consommateurs, et ce, de manière économiquement rentable pour l'entreprise. Si on regarde cette définition, chose intéressante, elle comporte des responsabilités à la fois envers l'entreprise. Il est clair que toute action commerciale, à quelque part, doit être rentable, sans quoi, par définition, elle va cesser. Mais il y a également des responsabilités envers le consommateur. Répondre à ses besoins. D'où l'importance grandissante de réfléchir évidemment sur la portée et sur l'éthique des actions marketing. Jusqu'à quel point en faisons-nous trop? Jusqu'à quel point sommes-nous en train de tuer la poule aux œufs d'or? Alors de là, le sujet de cette présentation, cette conférence, ainsi évidemment que le double sens du titre de notre livre. C'est évidemment un calembour, c'est un jeu de mots, mais c'est également exactement ce que l'on voulait rendre. On veut votre bien et on l'aura. On veut votre bien, le marketing est là pour répondre aux besoins des consommateurs et nous le ferons. On veut votre bien et nous l'aurons. Peu importe ce qu'il vous reste dans votre portefeuille, nous irons le chercher. Ce double sens est tout à fait ancré dans la conjoncture actuelle et dans le dilemme auquel les gens de marketing font face. Le point de départ de cette conférence et le point de départ de toute cette interrogation, ce sont trois phénomènes en apparence disjoints. Et pourtant, ces phénomènes sont littéralement comme les pièces d'une grande horlogerie. Ces trois phénomènes s'emboîtent les uns dans les autres pour constituer et pour répondre à la question « Pourquoi sommes-nous actuellement en crise ?» Le premier de ces phénomènes, évidemment, c'est la crise économique actuelle. On y reviendra dans un instant, forcément. Le deuxième de ces phénomènes, c'est l'endettement des ménages. Et les deux, évidemment, par définition, ne sont pas disjoints. L'endettement actuel des ménages, notamment des ménages nord-américains, est à la source de la crise économique actuelle, mais c'est également sa conséquence. C'est littéralement comme un mécanisme de boule de neige. Et puis, il y a un troisième phénomène que l'on voit trop souvent comme étant disjoint, mais qui est vraiment également au cœur de cette crise, ce sont toutes les nouvelles technologies. On le verra dans un instant, les nouvelles technologies, chose intéressante, ont contribué en partie à l'endettement des ménages et accélèrent ce même endettement. En fait, les nouvelles technologies, on le verra dans un instant, font en sorte que le marketing est rendu à un niveau d'efficacité absolument redoutable. Croyez-moi, c'est mon métier, je l'exerce depuis 30 ans, je le sais.
Je vais vous en donner quelques exemples tout à l'heure. On rentre dans un monde qui est à la fois fascinant, mais particulièrement dangereux. Bref, ces trois phénomènes conjugués expliquent un peu là où on en est sur le plan social et économique. Alors, commençons par le premier de ces phénomènes, la crise économique actuelle. Actuellement, au moment où on se parle, on est essentiellement dans une situation de stagnation de la croissance économique. Peu importe la façon de le regarder, le PIB, et je l'expliquerai davantage dans un instant, le produit intérieur brut de la majorité des nations est essentiellement stagnant. Dans certains cas, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, c'est malheureusement maintenant le cas de la France, il est décroissant. Le produit intérieur brut, sans rentrer dans les détails, c'est la mesure de l'activité économique. En principe, on souhaite qu'un PIB croisse d'une année sur l'autre, pour des raisons bien simples, parce qu'en bonne partie, la population s'accroît et on espère également que les revenus de ces populations-là également croissent. La combinaison des deux fait en sorte que, normalement, lorsque tout va bien, le PIB également croît. Au Canada, on est en situation de stagnation depuis déjà plusieurs années. Et ce, pour deux raisons relativement simples. La première raison, c'est que la population canadienne, encore plus la population québécoise, est une population à faible croissance, contrairement à d'autres nations, contrairement notamment à l'Amérique latine, contrairement notamment à l'Afrique et plus particulièrement à l'Afrique du Nord. En ceci, le Québec ressemble aujourd'hui bien davantage au Japon que nous ressemblons à ce que nous étions dans les années 40. Donc, premier phénomène, une croissance de la population, j'entends, relativement mitigée. Une faible croissance. Deuxième phénomène, les revenus de cette population sont également des revenus qui stagnent. Si on regarde la croissance, toujours pour la même période, 1976 à 2006, donc essentiellement 35 ans. En 35 ans, en dollars constants, la croissance des revenus de la population ou des ménages québécois n'aura été que de 17 17 faites le calcul sur 34 ans, c'est passablement peu. C'est essentiellement moins de 0,5% par année. Comparativement à d'autres provinces, la seule exception au tableau, évidemment, c'est Terre-Neuve, mais qui a bénéficié d'une croissance très rapide, très récemment, du fait du pétrole qui a évidemment été trouvé. Donc, au Québec, peu de croissance de la population et peu de croissance des revenus de cette population. Et ceci de manière assez systématique depuis 35 ans. Or, au même moment, chose intéressante, la consommation totale, elle, a continué à croître. Autrement dit, au cours de la même période, nous avons dépensé collectivement de plus en plus. Comment on y est arrivé? Si on n'est pas davantage et qu'on n'est pas plus riche, comment fait-on pour dépenser davantage? Bien, la réponse est relativement simple. On a vidé le bas de laine. On a fait individuellement, comme ménage, ce que nos gouvernements ont fait comme État. Nous avons vidé le bas de laine. Il y a relativement peu de temps encore, il y a à peine une vingtaine d'années, la moyenne des Québécois, des Québécoises, épargnait à environ 10 réussissait à épargner environ 10 de leur revenu brut sur une base annuelle. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on en est à moins de 2 D'un point de vue technique, aujourd'hui, si on prend les Québécois et les Québécoises, nous ne serions pas en mesure, pour 40 d'entre nous, de survivre à 2 périodes de paix qui seraient cessées. Autrement dit, si j'arrête demain les entrées d'argent, si votre paye est arrêtée pendant l'équivalent de 2 périodes, c'est 1 mois. OK? Bien, après ça, vous allez rapidement vider l'ensemble de votre crédit et l'ensemble de vos épargnes. Pour 40 d'entre nous. Donc, on sait essentiellement
mis dans une situation où on a de moins en moins de marge de manœuvre. Et pourtant, pendant toute cette période-là, la consommation, elle, a continué à croître. Pour les marchands, pour les commerçants que nous sommes, que je suis, en fait, c'est ma profession, que peut-on faire lorsque les marchés stagnent? Que peut-on faire au Québec lorsque la population n'est pas en croissance, lorsque le revenu des ménages n'est pas en croissance et que, malgré tout, je souhaiterais croître? Bien, prenez n'importe quel livre de marketing, d'économie de base, et puis on va vous dire essentiellement, il y a 3 façons de croître dans un marché qui est stagnant. La première, c'est de repousser les frontières et explorer de nouveaux territoires. Ce n'est pas une coïncidence si toute la politique de libre-échange, qui est une bonne politique en soi, a commencé essentiellement dans les années 95, avec la première signature du premier accord de libre-échange. C'était en grande partie pour contrebalancer un marché marché domestique qui n'était pas en croissance. On a signé le premier accord avec l'ALENA, avec le Mexique, les États-Unis, et puis depuis, on en a signé davantage. Repousser les frontières, explorer de nouveaux territoires. Remarquez qu'on n'est pas les seuls à y penser. En ce moment, on fait face exactement à l'inverse, c'est-à-dire ce sont de plus en plus de nouveaux commerçants qui rentrent sur le marché canadien. On a vu la tentative avortée de l'acquisition de Rona par Lowe's. Target rentre au Canada, c'est fait. Essentiellement pour beaucoup de détaillants américains, le Canada, le Québec, c'est la nouvelle frontière, c'est la plus proche et la plus facile à aller chercher. Est-ce que ça va faire grossir le gâteau? Non, mais ça va le séparer autrement. Pour eux, c'est une façon d'aller chercher la croissance. Une deuxième façon, c'est d'accroître sa part du marché par des acquisitions. Je veux croître, le marché ne croît pas, bien, je vais acheter le concurrent. On va chercher une croissance par l'acquisition. Quant à la troisième façon de faire croître nos revenus pour une entreprise, c'est encore plus simple. Il s'agit essentiellement d'accroître les ventes par consommateur, leur faire consommer davantage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une question d'éthique, on va y revenir dans un instant. Je ne vous dis pas que ça ne cause pas d'autres problèmes, on va y revenir dans un instant. Mais je vous dis que c'est de loin la façon la plus simple. Moi, depuis 32 ans que j'enseigne le marketing, je vois de plus en plus les consommateurs, malgré eux, un peu comme les cariatides du temple, un peu comme les cariatides de l'économie. Les consommateurs, notamment en Amérique du Nord, sont celles, et on va le voir de manière très détaillée dans un instant, qui ont tenu à bout de bras la croissance économique au cours des 20 dernières années. Systématiquement. Les colonnes du temple, c'est vous et moi. Donc, la conséquence de la stratégie commerciale de beaucoup d'entreprises, la stratégie commerciale de la plupart des gouvernements, a été de faire en sorte que les consommateurs dépensent de plus en plus, qu'ils s'endettent de plus en plus et qu'ils deviennent ces cariatides de l'économie. Si vous permettez, on va revenir à cette notion de PIB. Le PIB, c'est la richesse d'une nation. C'est la façon de comparer notre évolution dans le temps, c'est la façon de se comparer nation à nation. Historiquement, au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, le PIB canadien a toujours, en fait, tous les PIB du monde sont toujours basés sur 3 grands secteurs. La consommation, autrement dit la dépense des ménages, le secteur des gouvernements, dépenses des gouvernements, et les investissements privés. Et règle générale, l'économie canadienne est toujours à peu près balancée de la façon suivante. 50% du développement ou de l'économie, si on veut, vient des ménages. 25% vient des gouvernements. Et 25% viennent du secteur privé, des entreprises qui vont investir. Ça, traditionnellement, ça a à peu près toujours été le cas. On retourne aux années 30, c'était le cas. On retourne aux années 50, c'était le cas. Seule exception, l'après-guerre, quelques années. Donc, en situation normale, l'économie canadienne devrait être balancée à peu près comme suit. Consommateurs, gouvernement et les États. Or, qu'est-ce qui s'est produit depuis 1999? Bien, progressivement, le rôle des gouvernements et le rôle des entreprises s'est amoindri. Et le rôle des consommateurs, lui, a augmenté.
Si on regarde la ligne bleue, tout de suite après la chute de 2008, bien, ça s'était encore accentué. Les dernières statistiques, celles de 2011, ne sont pas entièrement sorties, ne sont pas encore entièrement ventilées, mais on sait déjà que le secteur ménage est encore au Canada le secteur dominant. Aux dépens des dépenses gouvernementales qui ont remonté un peu. Si vous regardez la ligne jaune et la ligne bleue, le secteur gouvernemental a remonté un peu ses dépenses. C'est tout le programme des infrastructures du gouvernement canadien. Mais les entreprises, elles, se retirent de plus en plus. Et ça, si vous avez écouté le dernier discours du budget du gouvernement provincial, on incite de plus en plus, comme au gouvernement fédéral, soit dit en passant, les entreprises à investir davantage en disant, écoutez, investissez, là. C'est vous qui devez prendre le relais de la croissance économique. Nous, les gouvernements, on n'est plus capables, et chose qui est rarement dite, les consommateurs non plus. Donc, d'une situation où les consommateurs représentaient traditionnellement 50 de la croissance économique, on en représente maintenant collectivement 68 au Canada. 68 une croissance de 18 on est passé de 50 à 68 alors que nous sommes proportionnellement pas plus nombreux, et alors que nous ne sommes collectivement pas plus riches. Alors, ici, c'est, si on veut, la contribution des citoyens au développement économique. Regardez, jusqu'en 2001, on était autour de 50, 55, 56. Et puis, depuis 2001, on a monté. Ça a plafonné en 2011 et en 2012, c'est en train de remonter au moment où on se parle. Alors, évidemment, la conséquence, on la connaît. C'est un niveau d'endettement qui est de plus en plus grand. Et ça, c'est un chiffre que je suis depuis très longtemps, depuis le début de ma carrière. C'est un chiffre que je trouve absolument fascinant. Au moment où on se parle, et c'est un chiffre que vous entendez très souvent dans les médias, au moment où on se parle, les Canadiens et les Québécois, c'est essentiellement la même chose, sont à 163 d'endettement, 163 par rapport à leur revenu annuel. Alors, j'explique ce chiffre-là parce qu'on l'entend souvent, et on va le décortiquer dans un instant. Je vais prendre des chiffrons. Un ménage, donc 2 adultes, qui gagnerait 100 000 au total par année, a 163 000 de dette. Bon, ça comprend la dette immobilière, ça comprend la maison, ça comprend l'hypothèque, autrement dit. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Ce ne sont pas tous les Canadiens qui ont une maison, et ce ne sont pas tous les Canadiens qui ont une maison qui ont une hypothèque. Donc, évidemment, chez ceux qui ont une maison et une hypothèque, c'est beaucoup plus que 163 163 est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? C'est difficile à calibrer, hein? C'est beaucoup plus dans la structure de cette dette-là que la réponse se trouve. Si on retourne il n'y a pas très, très longtemps, en 1990, notre niveau d'endettement, comme citoyen, était de l'ordre de 85 On n'avait pas proportionnellement plus de maisons. Les maisons ont peut-être pris de la valeur, mais on n'avait pas plus de maisons. Alors, la personne qui avait une maison en 1990 avait au total 80 de son revenu en hypothèque, en hypothèque, mais en dette. Aujourd'hui, en 2012, la même personne ou son successeur a 163 de son revenu en dette. De cette dette, c'est ça qui est important à comprendre, de cette dette, 90 représente une dette hypothécaire. Appelons-la de la bonne dette, une dette où au moins j'ai un collatéral. Il reste toujours bien 73 de vos revenus, de nos revenus, qui est en équivalent dette sans aucune contrepartie. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la dette rotative ou une mauvaise dette. Ça, c'est le voyage qu'on a fait l'an dernier en Floride, puis qu'on n'a pas encore payé. C'est le téléviseur, c'est le cinéma maison, c'est la deuxième voiture, c'est la carte de crédit. Au moment où on se parle, les Canadiens et les Canadiennes ont, en termes d'équivalent, là, je vais faire un chiffron, 70 de leur revenu, c'est un équivalent de dette de consommation à très court terme. Donc, une personne
qui a 100 000 $ ou un couple qui a 100 000 $ tire un poids moyen récurrent d'environ 60 à 70 000 $ de dette par année. C'est énorme. Ce n'est pas une dette qui se cumule, c'est la même dette qu'on recycle. OK? Là, vous allez dire, oui, mais hey, écoute, c'est beaucoup. Moi, je n'ai pas ça, mon voisin n'a pas ça, ma tante n'a pas ça, ma voisine n'a pas ça. Il y a des éléments qu'on oublie. Un élément en particulier, la source d'endettement des ménages qui a été la plus forte au cours des dernières années, c'est la marge de crédit. La marge basée sur votre solde hypothécaire. Ça, c'est une invention extraordinaire, du point de vue bancaire, j'entends. Vous avez une maison, on vous dit, écoutez, vous pouvez emprunter sur le solde de votre maison, souvent pour faire des rénovations, souvent pour acheter une voiture. Lorsqu'on cumule tout ça, c'est là où on arrive à ce 60-70 %. Donc, des ménages de plus en plus endettés. Et cette dette fait en sorte qu'au moment où on se parle, les ménages canadiens sont particulièrement à risque. Comment? La ligne jaune que vous voyez, c'est le taux directeur. J'ai arrêté en 2009 parce qu'il n'a pas changé depuis 2009. Le taux directeur, c'est le taux d'intérêt, si on veut. C'est le taux d'intérêt que vous auriez si vous pouviez emprunter directement à la Banque du Canada. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il est un petit peu en bas d'1 %. Très, 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 très bas. Je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui ont déjà ou qui avaient une maison en début des années 80. Moi, j'ai acheté ma première maison en 82, 83. Et j'étais vraiment, mais vraiment content parce que j'avais une hypothèque à 14,75 %. Parce que mon beau-frère en avait une à 21. Je me considérais chanceux. Bon, aujourd'hui, écoutez, si vous payez votre hypothèque plus que 4 %, vraiment, c'est parce que vous n'avez pas magasiné. Donc, on est heureux. Le problème, c'est que la ligne rouge qui est en haut, c'est le service de la dette. Le service de la dette, qu'est-ce que ça veut dire? C'est combien de votre revenu à chaque année allez-vous consacrer aux intérêts de la dette que vous avez? Regardez bien ce chiffre-là. Depuis 1995, et historiquement, il s'est toujours pas mal promené autour de 8, 9 %. Au moment où on se parle, on est à 8,5 %. Donc, mon couple là, qui gagne 100 000 $ par année, bien, il faut qu'il mette ce couple-là à 8,5 % de ses revenus. Donc, 8 500 $ grosso modo de ses revenus pour payer les intérêts. Mais là, ça va bien, les intérêts sont à 3-4 %. Si demain, le taux directeur montait de 1 %, passait de 1 à 2 %, je vous rassure, ça ne se fera pas demain, mais ça pourrait arriver. Regardez l'impact que ça va avoir sur la ligne rouge, et à très court terme. Nous n'avons jamais été aussi endettés avec des taux aussi bas. Bien, la majorité de mes collègues économistes vont dire, bien, c'est normal, on s'endette justement parce que les taux sont bas. Oui, c'est vrai. Mais nous n'avons pas une grande marge de manœuvre pour se tourner de bord. Alors, c'est là où on est en ce moment. Alors, comme consommateur, on peut se poser comme question, comment en sommes-nous arrivés là? Bien, on a déjà une piste dans ce que j'ai présenté tout à l'heure. On sait très bien que, au cours des dernières années, tout s'est mis en place pour faire en sorte que les consommateurs deviennent effectivement ces cariatides de l'économie, portent sur leurs épaules le développement économique. Mais de façon plus précise, comment est-ce que ça s'est fait? Et c'est là où on rentre dans des stratégies marketing qui sont d'une efficacité absolument redoutable. Alors, lorsque faire surconsommer devient un mode de vie ou un mode de survie pour certaines entreprises, que font-elles? Que font les entreprises pour faire en sorte que, même si vous n'en avez pas nécessairement beaucoup les moyens, bien, vous allez consommer davantage? Bien, il y a différentes stratégies. La toute première, c'est ce que l'on appelle l'obsolescence planifiée. L'obsolescence planifiée, essentiellement, ce que c'est, je vais vous la décrire dans un instant, mais je vais vous l'illustrer dans un premier temps. Admettons que vous achetez une tasse et vous l'achetez 1 $. Vous dites, c'est pas cher, c'est extraordinaire. Cette tasse-là, présumons qu'elle va durer 1 année. Et vous avez besoin d'une tasse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en racheter une à chaque année.
Au bout de 5 ans, vous avez dépensé 5 $, vous avez utilisé 5 tasses. OK. Si j'ai une tasse qui peut durer 10 ans et que je vous la vends 3 $, lequel des deux tasses est-ce qui est plus sensé d'acheter? Bien, c'est la 3 $. Elle va vous durer 10 ans, donc c'est 30 sous par année, plutôt qu'avoir 1 $ en achat de tasses par année. Ça, c'est pas tellement compliqué. Mais c'est là où le problème arrive. C'est que pour moi qui suis en marketing, c'est beaucoup plus difficile de vous vendre une tasse à 3 $ qu'une tasse à 1 $. Et ça pour deux raisons. La première raison, le prix. Je suis 3 fois plus cher que la tasse à côté. Et en plus, il faut que je vous explique qu'elle va durer plus longtemps. Et là, il faut que je présume que vous allez me croire. Mais si c'est plus difficile pour la personne de marketing de vendre un produit de meilleure qualité, c'est également plus difficile pour un consommateur de l'acheter. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on le verra dans un instant, de plus en plus les consommateurs ne fonctionnent plus en fonction d'un budget. Malheureusement. Concevoir qu'une tasse puisse durer 1 an versus 10 ans, il faut qu'on ait minimalement une certaine appréhension du temps, qu'on ait un budget, qu'on sache combien je devrais mettre sur quel genre d'objet. Or, croyez-moi, la notion de budget est probablement la chose qui a disparu le plus rapidement au cours des 20 dernières années. La majorité des consommateurs aujourd'hui ne fonctionnent plus sur une base de budget, nous fonctionnons sur une base, ce qu'on appelle en anglais du cash flow management, ou sur une base de liquidité. Je vais acheter ce que je peux me permettre, ce qui a résolument aucun sens. Parce que ça veut dire que nous sommes condamnés à nous appauvrir, littéralement. L'exemple que j'ai illustré, mettez-le sur une voiture, mettez-le sur une maison, mettez-le sur des chaussures, mettez-le sur des vêtements. Vous allez voir que plus vous allez vers une mauvaise consommation, plus vous vous appauvrissez. Ma grand-mère, c'est comme ça qu'on commence le livre, ma grand-mère avait cette phrase qui m'est toujours restée, « Je ne suis pas assez riche pour acheter des produits de mauvaise qualité. » Croyez-moi, on n'avait pas beaucoup de produits chez nous. Mais généralement, ils duraient. Donc, l'obsolescence planifiée, c'est exactement de tabler sur la possibilité de faire racheter par un même consommateur un produit le plus souvent possible. Pourquoi? Bien, pour des raisons bien simples. Écoutez, je viens de le dire, il y a de moins en moins de consommateurs. Donc, ceux que j'ai sont les seuls à qui je puisse m'adresser. En plus, je vous connais. On va y arriver tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je vous ai dit les nouvelles technologies concourent à ça, bien évidemment, les nouvelles technologies font en sorte que je vous connais de plus en plus individuellement. En plus, si vous m'avez révélé toute votre vie sur Facebook, croyez-moi, je vous connais beaucoup. Si je suis capable de vous revendre le même produit régulièrement et systématiquement, je vais faire beaucoup d'argent. C'est ça, l'obsolescence planifiée. Et croyez-moi, elle est planifiée. Elle prend 3 formes. La première, c'est par sa conception même. Un produit qui est conçu pour durer un peu moins longtemps qu'il ne pourrait. Ça existe. Un produit qui va casser plus rapidement qu'il ne casserait. L'exemple que j'aime le plus à donner, c'est le suivant, c'est celui du réfrigérateur. Moi, quand je suis parti de chez nous, j'ai bientôt 60 ans, quand je suis parti de chez nous, je suis parti avec un frigidaire, celui de mes parents, et eux l'avaient depuis déjà une vingtaine d'années, trentaine d'années. Je l'ai gardé pendant 10 ans. Un frigidaire qui a duré 30 ans. Il n'était pas très joli, remarquez, il était lourd. Depuis, croyez-le ou non, j'ai réussi à en acheter 7. Donc, j'ai acheté 7 frigidaires dans le même temps que m'avait duré le premier. Et je suis convaincu que je ne suis pas le seul. La conception d'un produit fait en sorte qu'il puisse devenir obsolète plus rapidement. Mais, il y a une caractéristique intéressante, il va coûter moins cher. Donc, pour un ménage qui n'a pas de budget, c'est extraordinaire. Deuxième façon, par les effets de mode. Bien, ça, c'est pas nouveau. Les effets de mode font en sorte que on change le design du produit, on change la couleur du produit, et plus le produit est visible, bien, plus vous allez vouloir changer rapidement. Alors, je ne sais pas où on en est maintenant avec les habits de neige, si le fluo est à la mode ou s'il est sorti, peu importe. Mais si aujourd'hui, vous allez sur une pente de ski, peut-être pas vous, mais si un ado ou une ado de 18 ans va sur une pente de ski avec
la mauvaise version, ça ne durera pas. Donc, les effets de mode, qui vont faire en sorte qu'un produit, même s'il est encore très bon, va s'en aller sur une tablette. C'est extraordinaire! La personne de marketing que je suis va pouvoir vous en vendre un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais la façon la plus contemporaine de créer de l'obsolescence planifiée, c'est par la technologie elle-même, par la compatibilité de la technologie. Ça, c'est toute beauté. Vous avez probablement tous à la maison une imprimante. Vous avez probablement remarqué que cette imprimante, vous pouvez l'acheter pas cher. En fait, vous pouvez, en sortant d'ici, je vais faire une promo, tiens, puis de l'autre côté, il y a la coop étudiante, vous pouvez acheter une imprimante, tenez-vous bien, à jet d'encre, pas à jet d'encre, non, laser, à 129 $. C'est incroyable. La première imprimante laser que j'ai achetée dans ma vie, c'était au tout début, c'était une grosse HP, et elle m'avait coûté à l'époque, je pense, 2000. C'était énorme. 129 $. Ah, vous dites, mais c'est formidable. Garantie qu'après un mois, vous allez devoir acheter une cartouche d'encre. La cartouche d'encre coûte 2,5 fois le prix de l'imprimante. Et l'imprimante, je suis prêt à vous faire le pari que dans 3 ans, maximum, vous ne retrouverez pas cette cartouche-là. Elle sera absolument introuvable. La technologie va faire en sorte que vous allez être condamné à racheter une imprimante, même si celle que vous avez fonctionne encore bien. Et lorsque tout ça ne concordera plus, on fera un petit changement technologique qui va faire en sorte que la nouvelle imprimante que vous aurez ne sera pas reconnue par le nouveau système d'opération ou votre ancien système d'opération. C'est simple. Lorsque les marchés sont saturés, l'obsolescence planifiée est sûrement une façon de faire consommer davantage. La deuxième façon de consommer ou de faire consommer davantage, ce sont les programmes de fidélisation. Il n'y a rien de mal dans un programme de fidélisation en soi. L'idée même d'un programme de fidélisation, quel qu'il soit, c'est de faire en sorte que plutôt que de courir après des clients qui ne veulent pas nécessairement de mon offre, bien, je vais au moins prendre soin des clients que j'ai. Ça, l'idée, elle est excellente. Le problème, ou si tant est que ce soit un problème, c'est que les programmes de fidélisation sont conçus pas uniquement pour vous fidéliser. Ils sont conçus pour 2 raisons. La première raison, c'est essentiellement pour vous connaître davantage. Un bon programme de fidélisation, aujourd'hui, il est électronique. Un bon programme de fidélisation, il est sur votre carte de crédit ou votre carte de débit ou une autre carte qui, de toute façon, bientôt, va être sur votre téléphone intelligent. Un bon programme de fidélisation fait en sorte que je puisse vous suivre à la trace. Je sais qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez acheté, quand vous l'avez acheté, si c'est en spécial ou non. Un programme de fidélisation, personnellement, que j'aime bien, c'est Métro et moi. Alors, Métro et moi, si vous êtes abonné, c'est absolument ahurissant. 4 fois par année, vous allez recevoir littéralement une circulaire personnalisée. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a à peine moins que 1 million de Québécois et de Québécoises qui sont abonnés au programme Métro et moi. De ce nombre, vous en avez 96 %, donc 960 000, qui reçoivent une offre entièrement personnalisée. Autrement dit, il n'y en a pas 2 pareils. Si vous avez les bananes, puis la crème glacée, puis les céréales, dans cet ordre-là, avec ces marques-là, dites-vous bien une chose, la probabilité, c'est qu'il n'y en a aucune autre que exactement. Il y en a qui vont avoir des bananes, mais peut-être avec des pommes, puis peut-être avec du lait. Mais la combinaison que vous recevez, elle est unique. Et elle reflète exactement ce que vous avez fait, ce qui est extraordinaire. Un bon programme de fidélisation est basé sur ce que vous avez acheté. Et va progressivement vous amener à, bien sûr, acheter la même chose, qui est une bonne chose. Dans le fond, vous étiez pour acheter ces produits-là. Un bon programme de fidélisation du point de vue marketing va vous amener un petit peu plus loin. Va commencer à vous faire des offres sur des produits complémentaires. Un peu comme lorsque vous allez sur Amazon, puis vous connaissez le site Amazon, où vous achetez un livre, et on vous dit, les gens qui ont acheté ce livre-là ont adoré ce livre-là. C'est d'une efficacité redoutable. Parce que vous ne vouliez pas acheter 2 livres, vous vouliez en acheter juste un. Mais là, vous dites, mais je serais-tu bête de m'en passer? Puis en plus, les frais de livraison vont être plus bas parce qu'on met 2 livres par unité, bien sûr. On met 2 livres dans la même boîte. Ça, c'est du marketing extrêmement contemporain et très efficace. Les programmes de fidélisation vont faire la même chose. Si vous avez l'habitude d'acheter une crème glacée de base, bien, progressivement, on va vous envoyer des coupons rabais sur du Häagen-Dazs. Bien,
J'ai des points. Ben oui, je vais les utiliser. Pour le marchand, dites-vous bien que c'est du bonbon. Parce que plus le produit est de qualité, plus la marge est élevée. Et puis, la chose qui a le plus changé au cours des 20 dernières années, c'est ce que j'appellerais lorsque faire perdre de vue le prix d'un produit ou d'un service devient un enjeu crucial. Et ça, là, on a un problème. Je m'explique. Il y a quelques années, avec un de mes assistants de recherche ici, on avait fait une étude juste avant la crise de 2008. En fait, on l'avait faite en 2007. On avait regardé toutes les publicités sur lesquelles on pouvait mettre la main, que ce soit télévisé, dans les journaux, sur le web, pour des voitures. Et on en avait, j'aimerais vous dire, on n'en a trouvé que quelques-unes. On n'en a trouvé aucune dans laquelle le prix de la voiture était indiqué. Aucune. Pourquoi? Parce que ça n'a plus d'importance, malheureusement, pour un consommateur. Ce qu'un consommateur achète, ce n'est plus une voiture avec un prix, c'est une mensualité. Ce n'est pas la même chose. Acheter une mensualité, on va le voir dans un exemple tout à l'heure, acheter une mensualité, c'est essentiellement gérer son budget à la petite semaine. C'est dire, bien, avec ce que je gagne, avec ce que j'ai comme dette, avec mes engagements, je suis capable de squeezer 500 $ pour une voiture? Si oui, on continue. Puis le mois après, bien, ça va être la promotion de Brouet-Martineau qui dit, bien, vous pouvez avoir un ensemble de salles à manger pour 80 $ par mois. Je suis capable de rentrer 80. Si oui, je continue. Ça, c'est ce qu'on appelle du cash flow management. Là, je vais caricaturer, mais je pense que ça va assez bien illustrer. Les tendances sont manifestes malgré tout. 45 ans et plus en âge, la notion d'un budget est encore présente. Qu'est-ce que c'est qu'un budget? Bien, j'ai une idée de combien je vais gagner. J'ai une idée de mes principaux postes budgétaires, donc mes dépenses, et puis je vais m'arranger pour que ça balance. Puis je vais garder un peu d'argent pour les imprévus. Et puis, si quelque chose n'a pas été budgété, bien, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Regarde, je n'ai pas budgété le voyage cette année, je ne voyage pas. 45 ans et moins, ça n'existe plus. C'est littéralement ce qu'on appelle du cash flow management. Et là, ça devient intéressant. Lorsqu'on parle, et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup de ces études-là, lorsqu'on parle à des gens qui n'ont pas vraiment une appréciation de ce qu'est un budget, on rentre dans toutes sortes d'anomalies, non seulement comptables, mais également des anomalies en termes de consommation. Je vous en donne deux. Première anomalie, c'est la personne qui n'a aucune idée de ses revenus. Là, vous allez dire, c'est impossible. Une personne a une idée de quels vont être ses revenus. Oui, sans doute. Mais pour beaucoup, les revenus sont aussi élastique, ou la présomption des revenus est aussi élastique que la présomption des dépenses. Je m'explique. J'ai un revenu de base de 40 000. Là, j'ai des dépenses. Ouais, mais il y a moyen d'aller chercher. Regarde, je vais faire une job cet été. Je vais avoir une promotion. Je vais prendre une deuxième carte de crédit. Something will happen. Quelque chose va se produire. Et ça, c'est étonnant, mais c'est extrêmement présent et de plus en plus présent chez beaucoup de jeunes consommateurs. Quelque chose va se produire. De sorte que si les revenus tendent vers une fonction aléatoire, les dépenses peuvent tendre tout aussi vers une fonction aléatoire. Et c'est la raison pour laquelle on voit de plus en plus, je ne veux pas encore une fois généraliser, mais des consommateurs dire, bien, je n'avais pas prévu partir à Noël, mais ma grande chum, à part dans le Sud, elle m'a parti avec elle. Pas de problème, c'est le fun. Ben oui. Écoutez, c'est des comportements, honnêtement, moi je regarde, je me dis, je ne sais pas comment ils font. 45 ans et plus, la notion de budget est encore relativement présente. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'on est collectivement une gang d'idiots. Tout ça s'inscrit dans une mouvance qui s'alimente elle-même. Si je ne vous donne pas une appréciation claire du prix d'un produit, si je ne vous donne que des mensualités, bien, vous allez progressivement commencer à composer en fonction de mensualités. Et, encore une fois, pour le gars de marketing que je suis, c'est bien plus facile de vous vendre une mensualité que de vous vendre une voiture. C'est beaucoup plus facile de vous vendre 500 $ par mois que 30 000 $, c'est clair. Et ça se fait de plus en plus. Lorsque j'ai écrit le livre, soit dit en passant,
il y a deux choses qui m'avaient frappé. La première, c'est, j'ai dit dans le livre, un peu à la blague, bientôt, il y a des concessionnaires automobiles qui vont y penser à celle-là, vont sortir des versements hebdomadaires. Puis si on pousse la logique, on devrait le faire sur une base journalière, à chaque jour. Regardez bien. 500 $, on prend un plus gros chiffre que ça. 600 $ par mois, c'est combien par jour? On est à, divisé par 30, c'est 20 $. 20 $, si je suis assez vite, là, moi, vous dire, regardez bien, 20 $, hey, pensez-y. Regardez, vous êtes 2 dans la famille, 2 fois l'autobus, 6 $ fois 2, 12. Pour à peine 8 piastres de plus, c'est un auto. Ah oui, non! Pensez-y! Là, la personne dit, ben oui, je suis niaiseux. C'est sûr. On va m'acheter un auto. Puis achète-en une plus petite. Hey, avec des mensualités. Regarde, essentiellement, si on y va sur un budget de 400 $ par mois, là, tu ne peux même pas t'en passer. Évidemment, il n'y a personne qui a dit, oui, mais il faut que tu payes des assurances, il faut que tu mettes du gaz dedans, il faut que tu l'entretiennes, des pneus d'hiver. Pas grave. Regarde, c'est à peu près le prix de prendre l'autobus. Formidable. Hey, comment ça fait que je n'ai pas pensé avant? Avec ce genre de logique-là, on peut vous amener assez loin et on le fait. Alors, un budget, c'est quoi? Bien, regardez bien. Comment on s'y fait? Bien, je vais reprendre mon exemple d'automobile, puis vous allez voir à quel point c'est facile de vendre une automobile si on le fait sur une base de mensualité, encore plus sur une base hebdomadaire. Alors, allons-y. L'achat initial, si je ne vous dis pas, elle est combien? Tu sais, on n'en parle pas. On ne parle pas de prix. Voyons, monsieur, ne parlons pas de prix. OK. Alors, si je vous offre 60 paiements mensuels de 520 $, bon, ça va encore pour l'instant. Après 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Mais après 3 ans, je peux vous le garantir, vous allez repartir avec une voiture neuve. Trust me. Faites-moi confiance. Comment je vais faire ça? Je vais vous donner un service gratuit, je vais vous donner des changements d'huile. Je vais faire en sorte que vous allez revenir au garage. Puis au bout de 3 ans, je vais dire, ben voyons donc, hey, pour 550, laisse-moi là, puis repars avec une neuve. Puis la majorité des consommateurs vont dire, bien, je suis niaiseux, comment ça fait que je n'ai pas pensé moi-même? 30 piastres de plus, puis je pars avec une auto neuve. C'est extraordinaire. Après 3 ans, qu'est-ce qui arrive? Vous allez refaire la même chose. Votre actif, au bout de 5 ans, zéro. Zéro. Vous n'avez aucun actif. Vous avez toujours conduit une auto neuve, par exemple. Et puis, on vous a amené à accroître vos paiements mensuels de manière relativement modeste. Mais si au moment où le concessionnaire automobile fait ça, le type qui fait les meubles fait la même chose, puis le type qui vous vend le voyage dans le sud fait la même chose, bien là, ce n'est pas 30 $ par mois de plus, c'est pas mal plus que vous avez. Rien, en fait, vous n'aurez pas plus d'actifs puisque lorsque vous allez être rendu à période de 5 ans, on va vous en revendre un autre à 560. Autrement dit, on va vous catapulter en avant tout le temps. Une autre façon de le faire, bon, écoutez, c'est la même voiture. Achat initial pour 30 000 $. Vous n'êtes pas obligé de la payer comptant. Mettons que vous la financez. 520 amortis sur 60 mois. En 2017, votre voiture, dans 5 ans, elle va être payée. La valeur résiduelle va être à peu près 4 000 $. Puis il va rester 1 an de garantie. C'est bête, hein? Mais là, vous n'avez pas une auto neuve, c'est vrai, elle est vieille. Je peux vous garantir que votre prochaine auto, elle vous coûte déjà 4 000 $ de moins si vous la changez après 5 ans. Donc, d'aller jusqu'au bout. Puis, évidemment, les paiements vont diminuer d'autant. Chose amusante, sur 15 ans, faites la même ritournelle sur 15 ans, vous allez avoir une auto gratuite. Ça, c'est la même auto, c'est le même montant, c'est le même budget, c'est le même consommateur. Sauf que, pour les consommateurs, la partie bleue est beaucoup plus jolie. C'est une plus belle histoire. Puis pour la personne en marketing que je suis, le pire, c'est que c'est plus facile à vous vendre. Quels sont les achats qui ont le plus contribué à l'endettement? Ça, c'est une question qui est amusante. Ce que vous avez ici, c'est l'évolution de la dépense des ménages canadiens entre 2000 et 2011, avec un indice des prix à la consommation de 20 %. Autrement dit, une inflation de 20 %. En 2000, le ménage canadien moyen dépensait 5 721 $ pour son épicerie par année. En 2011, on dépense 7 305 $. Bon.
Une augmentation de 28 l'indice des prêts à la consommation, 20 OK, un petit peu plus, mais disons, ce n'est pas tout à fait ça qui nous a étranglés. Le logement, 74 quand même. Oui, le logement coûte plus cher, ça c'est vrai, surtout si vous avez acheté une maison, il coûte plus cher. On met plus d'argent sur le logement. Soit dit en passant, rappelez-vous une chose, notre revenu n'a pas augmenté pendant ce temps-là. Vêtements, 44 ça, il a relativement échappé, relativement par rapport à d'autres produits, on va le voir dans un instant. En grande partie du fait des importations. Puis les journaux, bien évidemment, ce qu'on met en journal, ça coûte pas mal moins cher, on n'achète pratiquement plus. Bon. Donc, il y a des postes qui ont disparu, il y a des postes qui ont apparu. Maintenant, regardons le reste. En matière de restauration, 46 d'augmentation. Les roulottes, évidemment, on ne sait pas tous acheter une roulotte, là, on s'entend là-dessus. 87 d'augmentation. Les bateaux, 191 d'augmentation. Les motos, 271. Les cellulaires, 443. Internet, 880. Les résidences secondaires achetées ou louées, 1574, puis les fournitures informatiques, 1974. Ça, on s'est payé à la traite. Là, on va dire, oui, mais regarde, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans un cellulaire, on ne peut pas vivre sans un Internet. Peut-être. Oui, sans doute. Vous savez, en 2000, j'étais membre du conseil d'administration de Vidéotron. Et ça, on le savait, on le voyait venir. On s'est dit, bientôt, là, on va faire beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle le bundling. Alors, la formule télévision, cellulaire, téléphone fixe, Internet à haute vitesse, déjà, c'était dans les cartons. En 2000, on vivait avec un total télécommunication qui représentait à peu près 170 $ par année. Aujourd'hui, on a multiplié ça par pratiquement 20. Et ce n'est pas terminé. Bon, bien, la conséquence, on la connaît. On l'a vu tout à l'heure, la part du PIB canadien qui repose sur la consommation des ménages est passée de 50 à 68 en 20 ans. On n'est pas tout seul, hein? Les Américains sont à 80 au moment où on se parle. En fait, ils l'étaient en 2008. Là, leur part d'endettement a diminué. La nôtre n'a pas diminué. Soit dit en passant, chose amusante, au Canada, malgré la récession, on a continué. On a continué à s'endetter. C'est fou, c'est la première fois que ça se voit. L'endettement des ménages dépasse, on l'a vu, les 160 de leurs revenus. Cet endettement s'est même accru depuis la récession de 2009. La partie de cette dette qui a le plus cru, je l'ai mentionné tout à l'heure, est la dette de la consommation. Et puis, évidemment, l'épargne est à un cru historique. Bon, comme si un malheur ne venait pas seul, au même moment, troisième facteur, vint l'électronique. Et l'électronique, c'est un monde totalement différent lorsqu'on parle de la consommation. Lorsque j'ai commencé, on essayait de concevoir un prix, un produit, pour le plus grand nombre. Lorsqu'on était sophistiqué, on disait on va faire 2 produits, un pour les femmes, un pour les hommes. On était très sophistiqué, on disait on va faire un produit pour les jeunes hommes et puis un produit pour les jeunes femmes. On en avait 4. Aujourd'hui, on n'en est plus là, croyez-moi. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le marketing carbure à l'information. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire une offre. Pas à vous collectivement, à vous, à vous, à vous, à vous. Et comment est-ce que j'y arrive? Bien, j'y arrive parce que vous me donnez plein de traces. Vous me donnez plein d'informations. Et je suis en mesure de vous suivre. On est passé d'une économie où j'avais 6 millions de consommateurs, un marché de 6 millions. J'ai aujourd'hui 8 millions au Québec, 8 millions de segments, 8 millions de configurations différentes d'une offre. Les gens de marketing s'emploient à faire en sorte qu'en vous donnant exactement l'offre que vous souhaitez, bien, vous allez être plus tenté que si je vous donne une offre moyenne. Bien, voyez-vous, c'est exactement le monde dans lequel on entre de plein pied. Je vous connais. Je connais ce que vous aimez. Je connais même votre limite de consommation. Et ça se fait par toutes sortes de moyens. Les cartes des grands magasins, les cartes et les programmes de loyauté, j'en ai parlé, Métro et moi, ou le programme Optimum. Le web, Amazon est un bon exemple. Les médias sociaux, les médias sociaux. Si, en bout de piste, je ne sais toujours pas ce que vous aimez, si vous avez eu en plus la courtoisie de mettre plein d'informations sur votre page Facebook,
et que vous avez cliqué sur un j'aime sur un produit donné, toute cette information-là a été transférée. C'est extraordinaire. Là, je sais que vous êtes un amateur de voilier, que vous rêvez d'aller en Irlande faire de la bicyclette l'été prochain, parce que vous l'avez écrit sur votre page Facebook. Et puis parce que, en plus, vous utilisez Gmail, qui est gratuit. Comme j'aime à dire à mes étudiants, si vous voulez être astucieux en marketing, mais si vous voulez surtout être astucieux comme consommateur, partez d'un principe bien simple. Le Père Noël n'existe pas. Si on vous donne quelque chose, c'est parce qu'on vous prend quelque chose. Alors, pensez à toutes les choses qu'on vous donne. Facebook est gratuit. Google est gratuit. Gmail est gratuit. Hotmail est gratuit. C'est extraordinaire. Qui paye pour tout ça? Ben voyons donc, c'est vous. Parce que, à chaque fois que vous l'utilisez, on pompe de l'information. Tout ça est bien beau, mais ce n'est pas fini. Parce que le téléphone intelligent est rendu maintenant plus que parmi nous. On est rendu à 60 maintenant à l'utiliser à travers le Canada, un peu moins au Québec. Téléphone intelligent, c'est extraordinaire. En plus, elle a un GPS. Donc, je sais qui vous êtes, où vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, et puis si en plus, comme ça se fait de plus en plus, vous avez la bonne idée de prendre un code à barre dans un magasin pour regarder ce qu'on appelle du showrooming, pour regarder si le produit ne serait pas moins cher ailleurs. Si vous êtes en train de prendre un QR pour vous informer sur un produit, « Hey, je sais qui vous êtes, je sais où vous êtes, je vais vous faire une offre. » Là, vous avez dit, c'est la science-fiction. Ça se fait. Et croyez-moi, on est juste au début de la chose. Qu'est-ce que vous pensez que ça a comme impact? Bien, ça permet d'augmenter davantage la facture par consommateur. Ça, c'est le but. Toutes ces technologies permettent, en fait, de suivre à la trace les consommateurs, de mieux cibler ses offres marketing, de réduire ses coûts marketing, tout en augmentant l'efficacité de chaque dollar investi. En marketing, il y a une vieille phrase qui date du tout début, qui date de la moitié du 19e siècle, un marchand américain qui disait, et ça se répète de génération en génération, vous l'avez peut-être même déjà entendu, cette phrase-là qui dit « Je suis convaincu que la moitié de la publicité que je mets ne sert à rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Plus sur le web. Sur le web, dites-vous une chose. Si je vous ai présenté une publicité sur le web ou sur votre page Facebook, et que vous n'avez pas cliqué dessus, vous n'avez rien fait, je ne vous en montrerai pas une deuxième. Aujourd'hui, la publicité se négocie notamment par les moteurs de recherche, non pas au coût par mille tel que ça se faisait, au nombre de personnes qui la voient, ça n'a plus aucun intérêt. Ça se négocie de plus en plus à ce qu'on appelle du coût par clic, et puis le nombre de personnes qui vont cliquer dessus. Mais en fait, ça se négocie déjà de moins en moins au coût par clic. Ça se négocie de plus en plus à la commission. Donc, dans le fond, je ne paie que pour le consommateur que j'ai capturé. Est-ce que c'est efficace? 30 des ventes. 30 des ventes d'Amazon. Et le volume de vente d'Amazon n'est pas petit, on est rendu à près de 3 milliards. 30 de ces ventes, c'est basé sur de la vente croisée. Donc, c'est basé sur un produit que vous ne vouliez pas nécessairement acheter au début, mais que je vous ai offert de manière croisée au produit que vous vous destinez à acheter. Alors, toute cette technologie, bien évidemment, ça table sur une capacité à capturer de plus en plus de données sur le profil des consommateurs et les profils de consommation, à les combiner, à les partager, sans que les consommateurs ne le sachent réellement. Vous savez, et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais vous savez qu'à chaque fois que vous pesez sur « I like » sur une page, votre page Facebook s'ouvre et le profil est donné à la page à qui vous avez permis de l'ouvrir. Autrement dit, vous voyez un truc pour l'Irlande, vous dites « Ah, c'est tellement beau, j'aime ça ». Clic, on sait qui vous êtes. Surprenez-vous pas si par la suite, vous commencez à recevoir, évidemment, la publicité ou des offres qui sont en conséquence. Et puis QR code, chose que j'adore, c'est un QR qui en dit beaucoup plus long sur vous que le produit qui l'identifie. Et puis les nouvelles technologies qui s'en viennent, le QR est sur le point d'être remplacé. Chaque fois que vous le cliquez, chaque fois que vous le saisissez, on a déjà une information de l'intérêt que vous avez pour le produit. C'est littéralement comme si je pouvais vous suivre d'un magasin à l'autre, être derrière vous, puis à chaque fois que vous vous intéressez à un produit, j'emmagasine l'information. Tout ça est aujourd'hui au cœur de ce que l'on fait en marketing. Alors bref, jamais les questions de l'éthique,
mais surtout de la vision à long terme ne se sont autant posées en marketing. Et c'est ça le but du livre qu'on a publié. Parce que tout marketeur que je sois, la question se pose. Jusqu'où peut-on amener un consommateur qui n'a plus les moyens de consommer? Et quelle est la conséquence pour notre économie? Développer une économie à partir de la consommation, ce n'est pas mauvais. Mais développer une économie à partir de la consommation, si les consommateurs n'en ont plus les moyens, on a un problème. Alors, les questions qui se posent, c'est, comment préserver la poule aux œufs d'or? Est-il souhaitable de surendetter ou d'endetter les consommateurs? Comment faire, dans cette nouvelle technologie, soit dit en passant, pour que 100% des consommateurs comprennent et voient d'un bon œil le fait que les entreprises utilisent leur profil de consommation? Parce qu'il n'y a pas que du mal là-dedans. Si vous savez qu'on est en mesure de mieux vous servir, vous pouvez trouver un intérêt. Mais comment faire pour le faire correctement? Comment amener les consommateurs et les entreprises, surtout, à être de meilleurs agents économiques? Je n'ai pas la réponse à ces questions. En fait, personne n'a la réponse unique à ces questions. Elle nous appartient à nous tous. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes, autant comme consommateurs que comme gens d'entreprise ou comme marketeurs, nous sommes condamnés à trouver la réponse et assez rapidement. Parce que malheureusement, devant nous, aujourd'hui, se dresse un mur. Merci beaucoup.